Bon, salut Jérémy. Ah bah, salut Jérémy. Deuxième fois sur le podcast. Ah bah écoute, Ça quelle chance, quel honneur. Ça fait un moment parce que tu vas devoir te représenter un petit peu. On est sur un épisode un peu particulier qui va être un peu plus court. L'idée, c'est de se raconter un peu les pires galères qu'on a pu vivre, pas forcément en immobilier, mais surtout avec les locataires. On a à côté de nous Redouane qui fera la deuxième partie de l'épisode. Et c'est un peu grâce ou à cause de Redouane que j'ai pensé à cet épisode parce qu'il m'avait raconté des histoires qui étaient complètement folles avec un ancien locataire qui revenait cambrioler son local commercial, etc. Je me suis dit, waouh, là, il y a un épisode à faire. Alors, c'est pas le but de l'épisode et pas de faire peur aux gens et qu'ils aient pas envie d'investir parce qu'il y a des solutions pour se protéger, il y a des solutions pour s'assurer. Même si, bon, investir dans l'immobilier, c'est quand même gérer des galères, gérer des problèmes. Ça arrive. Et c'est un épisode qui a été fait aussi à l'initiative de Studapart, qui est le sponsor du moment sur le podcast. Studapart, très bonne plateforme que j'utilise depuis 2 ans, où on peut déposer son annonce, mais c'est pas seulement un Le Bon Coin ou un Se Loger. Eux, ils ont fait le taf d'aller chercher des entreprises, des écoles, etc., qui leur envoient et qui leur sourcent des profils qui sont déjà bien vérifiés. Et du coup, tu te retrouves avec des assurances sur la dégradation des meubles, sur le premier loyer. En fait, tu vas pouvoir prélever ton premier loyer avant que la personne arrive. Du coup, si la personne, le 2 jours avant, elle te dit ciao, au moins, tu as le premier loyer et tu as un mois pour que Studapart te trouve l'appart. Donc voilà, ils sont sponsors de la vidéo, hyper plaisant. Vous pouvez aussi l'avoir sur YouTube si vous êtes sur Ça fait un bail version audio. N'hésitez pas à aller mettre un petit pouce bleu et à vous abonner sur YouTube. J'ai 6-7 000 abonnés au moment où on s'en parle. Et, ça mérite mieux. Et ça mérite mieux. Enfin, je sais pas si ça mérite mieux, mais ça méritera mieux quand je vais vraiment me décider à faire de la vidéo de qualité. Ça arrive. Je crois qu'on est donc là, on enregistre, on est 1er avril. 1er avril, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Et hier, c'était la fin de la trêve hivernale en plus. Ah oui. Et j'ai vu cette info, je me suis dit, tiens, c'est un bon moment pour parler de galères de locataires. Parce que moi, celle que j'ai vécue, c'est un peu plutôt vis-à-vis de squat, d'impayés, etc. Mais on n'est pas là pour parler de moi, même si j'en parlerai un peu. Je parlerai aussi des galères J'ai quelques propriétaires un peu véreux et j'ai des bonnes histoires là-dessus. Ah ouais. Comme ça, on balancera un peu. De l'autre côté de la barrière, il y en a, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux te représenter rapidement, nous dire ce que tu fais et c'est quoi les grosses news pour toi? Écoute, en 2 mots, puisque tu m'invites pour parler de ces sujets-là, effectivement, je suis investisseur immobilier et voilà, j'ai quelques immeubles de rapport. Je fais un peu de la location plutôt moyenne et courte durée, effectivement. Mais un peu de longue durée aussi. J'ai aussi un local commercial où j'ai plutôt des profils d'entreprise. Donc, effectivement, j'ai quelques histoires que je pourrais raconter. Mais au-delà de ça, je suis un professionnel du conseil en investissement et aussi du conseil en fiscalité. Donc, j'ai un cabinet de gestion de patrimoine, comme on le dit vulgairement, mais j'aime pas trop utiliser ce terme parce que les CGP n'ont pas du tout bonne réputation. C'est quoi le bon terme, du coup, pour les CGP ou celui que tu aimes bien? Non, alors le terme réglementaire, finalement, c'est celui de conseiller en investissement financier. Donc moi, souvent, quand je résume ce que je fais, je dis que je fais du conseil en investissement et en fiscalité. Enfin, le fait de dire fiscalité, tout de suite, ça fait plus académique, tu vois. C'est comme quand tu dis podcasteur et pas influenceur, tu vois. T'as l'impression que la personne, tout de suite, elle est sérieuse. C'est ça, c'est un peu la même idée. C'est vrai que CGP, conseiller en gestion de patrimoine, on a tous été confrontés à voilà, aujourd'hui, tout le monde peut dire qu'il est CGP, qu'il soit en banque, indépendant, puis surtout, il essaie de vous vendre toujours un truc. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça a cette mauvaise image, mais on peut être utile quand même de temps en temps, je pense. Toujours est-il que c'est mon métier depuis longtemps, depuis 15 ans maintenant. À mon compte et justement parce que j'ai aussi essuyé les plats. Souvent on dit que les CGP arnaquent les clients avec des trucs plein de frais, etc., ce qui n'est pas toujours faux. C'est comme les plombiers, quoi. Voilà, faut le reconnaître. Non, mais comme dans tout marché, bien sûr, il y a à boire et à manger, mais faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de gens dont la compétence est relativement moyenne. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que la mauvaise réputation malheureusement est justifiée. J'ai l'honnêteté de le reconnaître. Et en fait souvent, on condamne les distributeurs qui font ça. Mais moi, c'est pourquoi je milite aujourd'hui. Et j'essaie de former des CGP pour leur faire prendre conscience que la façon dont ils exercent et le modèle économique dans lequel ils interviennent, finalement, n'est plus d'actualité, est complètement dépassé. Tous les frais qu'ils prennent et tout ça, c'est old school. Mais il faut savoir que la plupart des distributeurs ne sont même pas conscients de ça. Eux, ils font juste ce qu'on leur demande. On leur dit, vas-y, va vendre ça. Regarde, apprends ta méthode de vente. Et vend des contrats à ton père, ta mère, ta sœur. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle
le métier a un peu une mauvaise image parfois. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de leur dire, il y a d'autres façons de faire le métier, vous pouvez bien gagner votre vie sans prendre les gens pour des imbéciles. Et le problème, en fait, c'est que souvent, on est dans des structures où toute la marge qui est payée par le client, elle n'est même pas récupérée par celui qui fait le boulot face au client, mais par toutes les structures au-dessus. Et en fait, c'est ça, j'explique en fait comment le faire proprement. À côté client, si vous cherchez à vous faire accompagner, regardez en effet quelle structure il y a au-dessus et du coup, quels frais ça implique. Première chose pour choisir. Deuxième chose, en effet, il y a le fit avec la personne et surtout, moi, ce que j'avais apprécié et pour ça que je t'avais fait venir sur le podcast, mais c'est que toi, tu étais aussi investisseur et tu n'es pas juste investisseur. Tu n'as pas acheté ton propre produit Pinel à un moment, donc tu as mis un peu les mains dedans. Et moi, je trouve que c'est un bon axe pour savoir si vous avez envie d'investir et de vous bouger un petit peu, etc., et que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne l'a même pas fait, c'est souvent pas très bon signe. Donc, je trouve que c'est une bonne manière de choisir. Moi, c'est comme ça que je choisirais, en tout cas, si j'avais à le faire. Après, moi, je suis un geek des placements et des machins, donc j'adore passer du temps pour le faire. Mais bon, il y a aussi des trucs qui dorment et qui ne devraient pas, tu vois, donc ça se trouve... Non, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, effectivement, sur un compte Instagram que j'ai créé sans faire exprès, enfin, en tout cas, juste pour comprendre comment tout ça fonctionnait. Donc, j'ai créé un petit compte qui s'appelle Les Investisseurs Malins, et dans lequel, de temps en temps, je partageais aussi mes propres histoires d'investissement. Et c'est comme ça que j'ai gagné, entre guillemets, ma légitimité, parce que c'est vrai que si tu dis que t'es que CGP, de toute façon, tu te fais défoncer sur les réseaux sociaux. Donc, quand les gens pouvaient voir que j'étais aussi investisseur immobilier, que voilà, je me mentais pas à moi-même sur des sujets de crypto, par exemple, qui ont longtemps été un tabou dans la profession, et ça l'est encore un peu. Donc voilà, moi, c'est des sujets sur lesquels j'essaie de rester très ouvert, et voilà, je teste pas mal de choses, private equity, tout, et j'essaie effectivement de ne pas être un cordonnier mal chaussé. Tu as parlé d'histoire justement et d'investissement. La dernière fois, tu nous avais parlé des super investissements. Maintenant, passons du côté obscur de la force de l'investisseur, à savoir les galères que tu as pu vivre avec des locataires. Comme tout investisseur, tu as dû en avoir, des drôles, des moins drôles, mais bon, toujours des problèmes à régler. Est-ce que tu en as une là à nous raconter, une ou deux? Ouais, j'en ai deux. Allez. Alors effectivement, tu l'as dit en introduction, mais la chance qu'on a, c'est quand même que ça reste exceptionnel. Mais quand ça arrive, c'est pas drôle. Ouais. Ça, c'est sûr, il faut s'y préparer. Donc, en location courte durée, un jour, donc moi, j'ai un appartement sur la Côte d'Azur que j'exploite depuis une dizaine d'années, sur Airbnb, Booking, etc. Et un jour, je me souviens que j'ai une concierge qui est sur place, en fait, une femme de ménage, qui, lors d'un check-out, d'abord lors du check-in, avait croisé la locataire qui arrivait. En général, c'est assez rare qu'on croise les locataires, ils arrivent à des horaires où on n'est même pas là, ils récupèrent les clés dans la boîte à clés, et puis on ne sait même pas qui c'est. Mais là, en l'occurrence, elle avait croisé la personne, elle me dit, je ne sais pas qui c'est, mais c'est une espèce de bimbo, on dirait Pamela Anderson à la belle époque. Parce que voilà, maintenant, c'est un peu moins excitant, on va dire comme ça. Toujours est-il que ça peut arriver, on entend souvent des histoires qu'il y a eu de la prostitution dans l'appartement. Dans les Airbnb, ouais. Mais là, justement, ma femme de ménage, c'est la première réaction que j'ai eue. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Tu penses que c'est une prostituée et tout? Elle me dit, ben non, parce qu'en fait, elle est là avec, a priori, sa fille, donc un enfant, et apparemment une espèce de fille au père philippine qui est là et qui... Je sais pas. Du coup, le profil est bizarre. Donc, ils ont été très sympas quand elles sont rentrées, mais effectivement, je sais pas pourquoi elle est là, parce qu'elle a affaire dans l'appart. Bon, bref, elle vit son séjour. Je crois qu'elle était restée peut-être 4-5 jours. Et puis, au moment du check-out, en général, c'était un samedi matin à 10h, ma femme de ménage arrive, et là, elle me dit, écoute, c'est bizarre, je regarde par-dessus le portillon, j'ai l'impression qu'il y a encore plein d'affaires sur la terrasse, peut-être en retard. Moi, je lui ai envoyé un message pour la prévenir, il fallait qu'elle libère les lieux, comme d'habitude, mais c'est vrai qu'elle ne m'a pas répondu, c'est un peu bizarre. Elle m'a dit, t'inquiète, je reviens à 14h, il faut que je repasse là dans le quartier, donc pas de souci. Je dis, bon, voilà, comme ça, on ne lui met pas la pression, elle va sûrement partir. 14h, elle revient, rien n'a bougé. Il y avait une valise sur la terrasse, elle voyait qu'il y avait des espèces de serviettes, des culottes. J'ai dit, bon, vas-y, essaie de voir. Donc, effectivement, en fait, il n'y avait plus personne. Il y avait des strings, des dollars, des bouteilles d'alcool, des DVD pour enfants, etc. Donc, elle avait laissé l'appart vraiment pourri. Le problème dans ces cas-là, et tu le sais, c'est que souvent, quand tu as un locataire qui revient juste derrière, que c'est vraiment dégueulasse, tu es en galère pour celui qui arrive, parce que tu n'as pas le temps de faire le ménage. Donc, ça m'a décalé au lendemain. J'ai dû trouver une solution de repli. C'était par Booking.
Donc, tu sais, Booking, quand tu laisses le locataire en galère, c'est à toi de trouver la solution d'un tarif équivalent, un logement à peu près équivalent au dernier moment. Donc, une galère à gérer dans ce moment-là. Mais surtout, on n'a plus jamais eu de signe de vie de cette personne et elle a laissé plein de trucs. Enfin, vraiment, de l'argent, et du coup, et donc, il n'y a pas de chute avant l'histoire. Parce qu'en fait, c'est ça, des fois, ce qui est faux dans l'immobilier, c'est que tu sais pas. Et des fois, tu te dis, heureusement que je sais pas ce qui se passe dans l'appart, en fait. C'est des lieux de vie. Ouais, donc ça, c'est une anecdote, en tout cas, que j'avais en tête, qui est pas ultra spectaculaire, mais ça peut arriver, ou des fois, c'est vraiment le mystère. Et après, une deuxième histoire qui est peut-être là un peu plus... heureusement, ça n'a pas fini en drame, mais ça aurait pu. En fait, là, j'avais un locataire, là, plutôt en longue durée. Il se trouve que donc, nous, on a une maison dans le sud de la France où on sous-loue 2 apparts sur un bout de notre terrain. Et donc, on a bien isolé. En général, les locataires sont là, on les croise quasiment jamais. Ça se passe très bien. Là aussi, ça fait 12 ans maintenant qu'on le fait comme ça. Donc, il y a une partie que tu exploites, toi, maison de vacances, tu dis? Ou non, c'est ta résidence principale? Non, là, c'est ma résidence principale. Il y a un bout de terrain. On a la chance de vivre dans la Pampa, sur un terrain agricole. Et on avait eu la possibilité de faire ça dans le PLU à l'époque. Entre-temps, ça a changé. On n'aurait plus pu le faire aujourd'hui, mais ça, c'était une chance. Bref, toujours est-il que j'ai des locataires qui changent de temps en temps. Et puis là, il y avait un jeune où j'avais un peu des doutes, mais c'était une période où j'avais moins de demandes. Tu sais, des fois, en fonction de la saisonnalité, c'est vrai que quand tu es au mois de mars, il y a peut-être moins de gens qui déménagent, etc. Donc j'avais eu moins de candidats. Et j'avais eu ce jeune qui s'était présenté, c'était son premier appart, il sortait de chez ses parents. Et lui, il rêvait de pouvoir commencer à vivre seul et tout. Et il avait l'air motivé, et je me suis dit, bon, allez, je vais lui donner sa chance, même si sur le papier... voilà, je savais qu'il y avait un peu plus de risques. Mais il était gentil et je me suis dit, allez, on va lui filer un coup de pouce. C'est comme ça que je l'ai vu. Sauf qu'en fait, effectivement, il avait quand même... il avait besoin de plus qu'un coup de pouce. Un coup de pouce. Non, mais en fait, un matin, on entend une énorme explosion qu'on entend depuis chez nous. On dit, ça y est, c'est la guerre. Et puis là, on sort et on voit, on a une baie vitrée chez nous, et là, on voit des flammes énormes, une fumée noire. Je crois que c'était au printemps, donc il faisait jour un peu tôt, donc dès 6h30 du matin, on voyait qu'il y avait un vrai problème, et c'était devant notre portail. Donc là, on sort précipitamment, et on voit donc une voiture en feu juste devant notre portail, et il se trouve que devant chez nous, il y a un petit cours d'eau, et là, on retrouve notre locataire, donc c'est la voiture de notre locataire qui était en feu sur le pont qui permet d'accéder à notre maison. Et lui, en fait, il était dans le ruisseau, dans l'eau. Et on se comprend. Pareil, sur le moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le gars était en pleurs, en panique, etc. Et surtout, il était complètement bourré. Donc, notre hypothèse, là aussi, tu fais des hypothèses, on ne sait jamais ce qu'il nous raconte, si c'est la vérité ou pas. Bon, il avait une voiture un peu pourrie. On pense qu'il rentrait de boîte de nuit. Il a roulé, je pense, en première tout le long, bourré. Donc, ça a fait chauffer le moteur. Quand il s'est arrêté devant le portail, il a vu la fumée qui sortait de son capot. Donc, il est sorti de la voiture. Il a voulu ouvrir le capot. Et en fait, tout de suite, il s'est brûlé les mains. Mais juste le temps de commencer à l'ouvrir, il y a eu 1 centimètre et ça a créé un appel d'air. C'est là que ça a pris feu. Du coup, il s'est jeté en panique dans le ruisseau à côté, dans l'eau. Et comme il était bourré, en fait, il est resté dans le ruisseau, je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce qu'on arrive. Et en fait, entre-temps, la voiture a cramé et les explosions, c'était les pneus qui pétaient, tout ça. Oh là là. Donc là, grosse galère quand même, parce qu'il a mis le feu devant chez nous. Ça a cramé toutes les cellules du portail, les boîtes aux lettres, les sonnettes, les machins. Et surtout, on est passé à très très peu de choses que la haie entière de cyprès crame. Et là, on a eu pour le coup très chaud, donc les pompiers sont venus, ils ont juste arrêté à temps. Donc là, ça a été quand même la première grosse alerte. Après, pour autant, il s'est excusé 1000 fois, etc. Et je lui ai dit, bon, allez, t'as une seconde chance. 15 jours après, il a pris un chien, un berger malinois. Il m'a dit, oh, il est super et tout, s'il te plaît. Mais là, il m'a pas prévenu. Le lendemain, il a mordu la voisine. Je lui ai dit, bon, toi, je t'ai donné 2 chances. T'es sympa, j'ai toujours été sympa avec toi. Si ça te dérange pas de partir, comme ça, on reste en bon terme. Ouais. Mais voilà, dans ces moments-là, il peut t'arriver des trucs improbables. Ouais, incroyable. Incroyable. Il y a une très très bonne histoire. Scène de guerre. Scène de guerre devant chez moi. Ouais. Et en plus, les pneus, ils explosent un par un, donc t'entends. Exactement. Bam, bam. C'est pour ça, on s'est dit, c'est la guerre, tu vois, vraiment. Alors que nous, on est à la campagne, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive de temps en temps qu'on ait un coup de fusil de chasse, il y a des gens qui chassent autour. Ben là, on sentait que c'était ouf. C'est vrai que sur la courte durée, tu as encore plus de galères. De toute façon, c'est plus de renta, plus de galères. C'est la règle ultime de l'immobilier. On avait Mathieu Degli Innocenti qui était passé sur le podcast.
qui nous avait raconté une histoire folle aussi où il y a eu beaucoup de bruit dans son appart. Il était venu avec son père. Je crois que j'ai entendu cet épisode. Ouais, exactement. Je crois que le réel, il a fait 2 millions de vues sur les plateformes. Et en fait, il se retrouve à checker son calendrier. Il voit que l'appart n'est pas loué. Et les voisins se plaignent du bruit, tu vois. Ah ouais, et là, il débarque avec son père. Il voit qu'il y a des gens qui sont là. Et les gens disent si, on a loué, machin et tout. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui avait trouvé le code de la boîte à clés, qui checkait sur Airbnb quand c'était pas loué et il sous-louait quand l'appartement était pas. Enfin, il y a des gens, ils ont de la créativité. Ah, il y en a, ils sont malins. Lui, il faut l'embaucher, en fait. Ouais. Après, pour terminer, donc finalement, bon, j'ai eu d'autres histoires, mais voilà, rien de plus spectaculaire que ça. En revanche, j'ai des copains qui font de la conciergerie sur la Côte d'Azur. Ouais. Et lui, il a des histoires de fou tout le temps, d'appartements défoncés parce qu'il y avait un dealer qui avait loué son appart. Tu avais une descente de flics qui éclatait l'appartement. Le problème, c'est que lui, il était concierge, donc c'est lui qui sélectionnait. Ouais. Il prenait sa commission sur la location, mais derrière, t'imagines, quand t'as loué, bon, c'est pas sa faute, mais tu pouvais pas deviner que le mec, c'était un dealer ou un Mac, je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus, je crois que c'était un mix des deux en plus. Donc, descente de flics, ils ont tout défoncé dans l'appart. Le mec s'est défendu, donc pareil, le temps que la police arrive à le saisir, puis il y avait tout le monde qui criait, des femmes, des enfants, pareil, un truc très chelou. Et là, appart saccagé, donc quand tu dois annoncer au propriétaire qui t'a confié le logement en espérant avoir un complément de revenu que tout est fracassé, là c'est une grosse galère. Après, il m'avait raconté une autre histoire marrante, mais ça pour le coup c'est une anecdote qui peut-être sera utile à certains qui testent la location courte durée. C'est con, mais un petit point de vigilance, c'est quand tu mets en place la box internet, souvent tu as la télé avec, tu as le décodeur télé. Et donc au tout début qu'il faisait de la location courte durée, il avait mis le décodeur télé, sans mettre de code, rien du tout. Et en fait, bon, il avait loué un gars et, qui était resté juste une nuitée. Et le mois suivant, il avait reçu une facture énorme parce que le gars, en fait, il s'était maté des films porno transsexuels toute la nuit. Il n'y avait pas de code parental, machin. Et il achetait les films sur la box et il en a eu pour pas 500 balles de films de boules. Pour le mec qui est resté une nuitée. On va faire passer ça en compta après. Voilà. Exactement. Donc là, bon, depuis ce jour-là, il a enlevé les décodeurs. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais manifestement, il a dû trouver une solution. Et ça, je trouvais ça très drôle. Et lui, démarrer dans la conciergerie. Et c'était assez drôle. Trop fort. On a un autre épisode avec Maximo Afflard qui a fait de la conciergerie à 18 ans en démarrant aussi. Pareil, sud de la France, Côte d'Azur, je crois. Et qui a eu des histoires de dingue comme ça avec des centres de flics. Donc, bon, ça, en fait, c'est... Finalement, il y en a quand même. Ça arrive. Mais après, par exemple, voilà, je l'ai dit, pour l'appartement dont j'ai parlé sur la Côte d'Azur, ça fait maintenant plus de 10 ans que je l'exploite. J'ai des locataires différents tous les 3-4 jours. En fait, en 12 ans, j'en ai jamais vu un. Voilà, j'ai une femme de ménage qui est sur place. C'est quand même moi qui gère les annonces, pour le coup. Parce que j'y tiens un peu à celui-là et je veux garder une forme de contrôle. Mais voilà, j'ai jamais vu les locataires en 10 ans et j'ai eu peut-être 2 ou 3 histoires comme ça, alors que j'en ai tous les 4 jours des différents. Donc, ça reste marginal. Et ben, on aime bien finir sur une touche positive qui donne envie aux gens de se lancer. Bien sûr, il faut investir. Il faut investir. Et d'ailleurs, je suis en train de réinvestir là-bas. J'ai eu la chance de pouvoir racheter la loge du gardien. Et je le savais depuis le départ qu'un jour, ce concierge partirait. C'est une petite copro où ça se fait plus d'avoir un concierge. Mais c'était un concierge qui avait 80 ans et plus. Évidemment, on le laissait faire sa fin de vie là-bas. Et puis, évidemment, dès qu'il est parti, la copro m'a proposé en fait, de racheter la loge. C'était adjacent à l'appart existant. Donc là, on est en train de fusionner les deux lots et de refaire des travaux et de repartir pour un tour. Génial. Bonne strat, ça, d'identifier un peu les lots de copro qui potentiellement seront à vendre à un moment ou sur lesquels on peut mettre la main. C'est des trucs qui se font un peu difficilement à la signature de ton opération, mais qui peuvent donner de la valeur à ton bien avant la revente, en tout cas, ou à un moment de l'histoire de ton investissement. Quoi. Bon, c'était au bout de 10 ans, quand même. Effectivement, il fallait être patient. Mais ça s'est arrivé. Trop bien. Bah, merci Jérémy. Ravi de te recevoir une seconde fois. On va passer à la deuxième partie de l'épisode avec Redouane. Ah ouais, il en a des bonnes. Tu peux rester dans le coin, ça dure une vingtaine de minutes, sauf si tu dois y aller. J'écoute. Allez, je lui laisse la place. Tu vas pas être déçu. À ton tour. Premier épisode tournant que je fais sur Ça fait un bail et je vais même pas faire de montage, je vais le garder comme ça. D'ailleurs, je vais checker la caméra si on est toujours bon. Ouais, et bah écoute, parfait. Ouais, pas mal.
Redouane, comment ça va? Écoute, très bien et toi? Ouais, super. J'adapte le micro. Ouais. J'ai eu la chance de recevoir Redouane au château, qui est venu sur une semaine bénévole pour te donner un coup de main avec des potes. Donc déjà, je voulais profiter de cet épisode pour te remercier. Ça fait tous les mois et demi, on se fait un petit truc comme ça au château, et à chaque fois, on a plus de monde. La dernière on était 35, et c'est toujours un plaisir de recevoir du monde. Donc en gros, ça ressemble à quoi? C'est en journée, les gens donnent un coup de main sur de la peinture, sur des entretiens extérieurs, etc. Ensuite, voilà, le midi, on se fait une bonne bouffe. Le soir, grand bras zéro, on parle d'immobilier, on parle de patrimoine. On fait des rencontres. Moi, j'ai trouvé mon nouveau kiné, Lou, que je salue, qui est à côté. Et je rencontre des gens trop chouettes. Ça fait partie de... Redouane fait partie des belles rencontres des semaines bénévoles. Donc déjà, merci. Un grand merci à toi et à Martin de nous avoir accueillis. C'était en effet un super moment et une belle expérience de rencontre, de partage, et surtout de se retrouver dans un cadre assez chouette. Donc je vous encourage vraiment à aller au château. Trop bien. Château Story sur Instagram. Je crois qu'il y en a une prochaine autour du 12, 13, 14 avril, je crois, ça démarre. Si vous êtes dans le coin, envoyez un petit message sur Ça fait un bail ou sur Château Story. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, que les gens apprennent à te connaître avant que tu nous parles de ces folies, des histoires folles que tu as vécues? Eh ben écoute, je m'appelle Redouane. Mon métier aujourd'hui, c'est d'être maître d'œuvre travaux, principalement sur des formats et des typologies de biens tertiaires et retail. Donc dans un grand groupe, et en parallèle, donc moi j'ai un lien fort avec l'immobilier. J'ai démarré sur un format locatif assez tôt, que j'ai un peu continué à travers plutôt des coups d'opportunité, et aujourd'hui je suis plutôt concentré sur le développement avec mes associés d'une structure de marchand de biens, une structure marchande dans l'ouest de la France, autour du Mans, où on envisage, aujourd'hui on fait, en 2025, on est déjà une opération par mois, et on envisage de créer un premier format club deal pour cette fin d'année. Génial. J'avais trop aimé votre histoire, qui était vraiment le Friends Office. Ouais. On aime bien ce terme. Ouais, Friends Office, donc Family Office habituellement, c'est des petites sociétés qui sont créées pour gérer des petites fortunes de famille. Vous, c'était pas une fortune, mais c'était plutôt vos compétences qui étaient une vraie valeur ajoutée à ce projet. Et voilà, c'est des petits schémas. Si vous avez envie d'investir à plusieurs, avec des amis, etc., je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, et que vous voulez un peu de structure là-dessus, etc., n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, encore une fois, sur Ça fait un bail et tout. Redouane, il sera ravi, je pense, de vous partager des choses et de vous montrer un peu comment eux, ils ont fait. Et je trouve que c'est toujours des belles aventures, et à vivre à plusieurs, c'est encore mieux. C'est clair. Et donc, du coup, toi, tu as vécu quelques galères. Est-ce que tu peux nous en raconter quelques-unes? Ouais, alors pour mettre un petit point de contexte, donc j'ai quelques biens en propre et quelques biens où j'assure un petit peu le côté administration de biens, et dont un fameux local commercial qui va être un petit peu le cœur de cette première anecdote. Donc, de manière très simple, un local, une cellule de 100 mètres carrés à usage plutôt de laboratoire de préparation de nourriture. Et donc, un premier locataire qui restait quelques années et qui puis un jour a déposé le bilan. Donc, liquidation judiciaire, c'était tout neuf pour moi, ce process. J'ai récupéré le local plusieurs mois plus tard, après les différentes procédures. Ça t'a pris en liquidation, du coup, t'as perdu des mois de loyer J'ai perdu des mois de loyer, mais à un moment, tu comptes même plus les mois de loyer que tu perds, t'as juste envie de retrouver ton bien pour pouvoir le réexploiter, en tout cas rattraper le temps perdu. Donc moi, j'ai eu de la chance parce que ça a été soldé en 3 mois. Mais bon, 3 mois de loyer, ça fait quand même un petit billet quand même. Mais ça s'est fait assez rapidement. Donc premier point, premier locataire qui s'en va, je reloue assez rapidement. Donc bonne demande sur le local. Et idem, il paye son loyer pendant 8 mois. Et en fait, il avait pour projet de créer une épicerie, ce genre de choses. Et en fait, je vois qu'il n'y a rien qui se passe. Bon, je me dis, ok, moi j'engage des travaux, réfection de toiture, etc. Et puis à un moment, il m'appelle, il me dit, écoute, je peux plus payer le loyer. Je dis, repartons en bon terme. On se fait un petit état des lieux à l'amiable. Et puis tu t'en vas.
il avait un petit peu engagé de travaux, donc il avait déconstruit certains éléments dans le local. Donc j'ai dû récupérer une partie de la caution. Et en fait, lui qui était à la base étranger, un peu qui méconnaissait la loi française, il n'a pas compris pourquoi j'avais récupéré une partie de sa caution. Et donc, je commence à recevoir des appels le soir en inconnu en me disant ouais, c'est Redouane, écoute, bouge pas, reste chez toi, on va venir te chercher, fallait rendre la caution. Je me dis waouh, attends, c'est qui C'est pas vrai. C'est qui au téléphone? Excusez-moi, bonjour. Je reçois un message du locataire en direct sur WhatsApp en disant tu me connais pas, moi je suis un Sicilien, tu aurais dû me rendre la caution. Tout de suite, je commence un peu à flipper, tu vois. Je me dis attends, j'ai pas fait de l'immobilier pour ça. Et réaction directe, je vais chez le commissariat, je me dis on sait jamais ce qui se passe. Je dépose une main courante en mettant les messages. Je reçois des messages, beaucoup de menaces. Finalement, rien qui se passe. Et à un moment, j'ai un appel. On me dit ouais, la porte du local, elle a été, il y a une effraction, porte du local, etc. Je me dis ok, qu'est-ce qui se passe? Je descends, j'arrive, c'est un locataire de l'immeuble d'à côté qui m'appelle. Et il me dit, bah attends, c'est bizarre, Redouane, c'est ton ancien locataire que j'ai vu. Et je l'ai pris en photo. Je dis ok, montre-moi. Donc la locataire me montre la photo. Je vois que c'est le précédent locataire qui avait été liquidé, qui est revenu sur le bien, qui a pété la porte d'entrée et qui est reparti avec des panneaux. Je me dis, c'est quoi ces panneaux? Et là, je me dis, ah non, c'est la chambre froide. En fait, il avait fait des installations qui en fait n'étaient plus sa propriété suite à liquidation judiciaire, qui sont restés dans le local. Et puis il est revenu, comme il a vu que le local était vacant, quelques mois plus tard, il est revenu, il a pété la porte, il a commencé à démonter la chambre froide, et il est reparti avec, en laissant la porte ouverte, les camions, il a chargé ses camions, il est reparti. Donc histoire assez incroyable, dans laquelle je suis toujours en procédure. Okay. Ça prend un temps fou. Mais t'es en procédure avec les deux? Je suis en procédure avec les deux. donc c'est pareil, là, je viens juste de refaire ma porte parce que du coup, ça a des impacts qui vont un peu plus loin. Tu rentres dans des logiques d'assurance et comme ton local est moins couvert, comme il n'est pas loué à l'instant clé. Donc gros sujet. En fait, une double peine sur ce local avec le premier locataire, les différentes menaces qui m'ont mis un petit peu mal à l'aise. Et le deuxième qui revient, qui saisit l'opportunité de se pointer, de se faire un petit cambriolage entre deux, et qui repart avec la chambre froide. Donc je suis arrivé, les câbles étaient arrachés, tout était sectionné. Je me demande comment est-ce qu'il va faire pour la réutiliser, tu vois. Surtout le mec m'a laissé... Alors, ouais, la petite anecdote, c'est que il a quand même laissé un bout de papier en disant « Bonjour Redouane, c'est moi qui suis venu récupérer la chambre froide parce que ça m'appartient. » Et il a signé avec son nom à la fin. Donc, un peu comme disait Jérém juste avant, il y a des fois, tu te poses des questions et tu te dis, mais attends, c'est lunaire, je comprends pas, tu vois. Tu te dis, il me met dans une galère pas possible, mais en fait, finalement, lui aussi. Et du coup, ça représente, comme disait Jérémy, des anecdotes assez... c'est 5% de ce qui se passe, 90%, 95% ça se passe bien, mais t'as ces 5 petits pourcents où t'as des anecdotes assez incroyables qui peuvent te mettre vite dans des galères. Moi, c'était pas très marrant sur le local commercial parce que ça m'a fait perdre j'ai une perte d'exploitation qui est énorme. Enfin là, je suis à quasi 1 an et demi de perte d'exploitation parce que procédure, parce que porte fermée, etc. Donc heureusement qu'il est porté par une SCI et que globalement, il y a d'autres biens qui travaillent et qui permettent de financer les échéances. Mais sinon, tu vois, je me dis, si j'avais un prêt à rembourser sur un simple local et que ce drame arrivait, comment je fais, quoi, tu vois? Ouais. Mais c'est vrai que sur le résidentiel, c'est un truc dont on parle beaucoup dans la presse, finalement. Je demandais un peu à ChatGPT de me sortir les histoires les plus folles ou médiatisées qu'il y avait eu sur les problèmes propriétaires-locataires. Il y a même un gars qui a écrit un livre dessus sur les rapports propriétaires-locataires depuis les années, depuis 200 ans, tu vois. Ouais. Même plus, je crois. Il parle vraiment même de l'histoire, ces trucs-là. Et il y a eu 2015 une histoire qui avait été très médiatisée, où il y a Marie-Yvonne qui vit chez son compagnon. Elle a 83 ans et son compagnon décède. Elle décide de retourner chez elle dans sa maison dont elle est propriétaire à Rennes. Et en arrivant dans sa propriété qui n'était pas louée, les serrures ont été changées
et elle peut pas rentrer. Donc du coup là, elle démarre des procédures, etc. Et elle se rend compte que donc ça, c'est une situation de squat, mais vu que ça faisait plus de 48 heures que les personnes avaient pris possession du bien, qu'elle n'avait pas le droit de les sortir du bien. Ouais. Donc en plus, on était en période hivernale. Donc comme je disais, on est le 1er avril, c'était hier, 31 mars, la fin de la période hivernale. Et c'est un procès qui avait été très médiatisé, parce que du coup, elle avait cette pauvre dame, elle était un petit peu... honnêtement, bah, oui, c'était triste sa situation. Et eux connaissaient très bien la loi, et ils avaient même mis une pancarte sur la porte avec écrit « On est chez nous ». On est chez nous, ah ouais. Ouais, donc, je pense que là, t'as envie... T'as un peu envie de t'énerver. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, il y a des lois et des règles qui sont faites pour protéger les locataires. Parfois, il y a plein de bonnes raisons de le faire. Ouais. Mais je crois qu'il y a un peu des changements en ce moment sur les sujets du squat. Je sais pas si tu as suivi un peu ce... Écoute, moi, j'ai eu la chance de pas trop en avoir. J'en ai eu un, mais j'ai joué, tu sais, un peu la carte. C'est pas le contre Uno, mais c'est le reverse. Ouais. Pour te la synthétiser, j'avais un locataire qui était là depuis 7 ans. Ça se passait super bien. Le mec payait en avance ses loyers. Super sympa. Et puis, tu sais, avec le temps, tu peux créer du lien avec tes locataires. C'est en 7 ans, ouais. Ouais, en 7 ans, t'as matière à créer du lien et ça devient une bonne relation. Un locataire en qui tu as confiance. Et puis un jour, il me dit, bah attends, c'était un locataire, c'était un gars dans le BTP. Il me dit, j'ai un chantier à Orléans, faut que je déménage, mais je veux garder l'appart. Je lui dis, écoute, moi je t'aime bien, t'es un bon locataire, pourquoi pas, mais comment tu fais pour payer 2 loyers? Je connaissais ses revenus, c'était pas énorme. Il me dit, écoute, je vais te proposer un truc. J'ai un ami qui fait un chantier à côté, il refait sa maison, il peut pas dormir dans sa maison parce que c'est en plein chantier. Il pourrait prendre l'appart, c'est toujours moi qui te paye tes loyers, mais je m'arrange avec lui. Écoute, sur le principe, je te fais confiance, pourquoi pas. Ouais, j'aurais pas dû. Ça a marché 1 mois et demi, et puis après, j'ai eu 3 mois d'impayés, et en fait, ça s'est transformé en squat. Donc un jour, je l'ai appelé, et il m'a dit, bah écoute, mon ami me répond pas non plus. Donc t'inquiète, je vais trouver une solution. Moi, j'étais en relation avec mon locataire direct, donc je lui disais trouve une solution parce que sinon on résilie le bail, mais le problème c'est que j'ai quelqu'un à l'intérieur. Ouais. Et en fait, il m'a avoué quelques mois plus tard, parce qu'on a pu faire l'état des lieux et l'appartement était vide quand j'y suis retourné, il m'a avoué quelques mois plus tard qu'il avait contre-squatté son propre appartement avec l'aide d'un de ses amis. D'accord. En fait, son pote qui était dans l'appart ne répondait pas, il a demandé à un autre artisan d'aller changer les serrures, de squatter l'appart pendant, comme tu viens de l'évoquer, 48 heures. Il a tout rebalancé en son nom. Ils se sont débrouillés pour les affaires. Je sais pas ce qu'ils ont fait et je veux pas le savoir. Ouais. Et puis je suis retourné. J'ai pu faire l'état des lieux correctement. Bon, j'ai eu de la chance. Le locataire principal a été correct malgré tout. Mais ouais, les histoires de squat, c'est quand même une galère pas possible. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est une histoire qu'on entend assez souvent, le propriétaire qui décide de revenir chez lui Ouais. pour récupérer le bien. C'est pas des choses qui sont autorisées, évidemment. Donc on va conseiller à personne de le faire. Et moi, j'essaye toujours de mettre cette limite dans l'immobilier où on va chercher de la renta, on fait des trucs chouettes, on fait des grosses rénos, des machins. On prend des risques. Si vous voulez prendre des risques sur des biens à 25% de renta, machin, prenez-les. Moi, personnellement, mon risque, il s'arrête au niveau pénal. Quand le pénal rentre en jeu, je rentre pas dans ces trucs-là. Je rentre dans les vraies procédures, etc. Donc voilà, c'est un peu ce que... Voilà, fixez vos risques comme vous voulez. Moi, c'est celui-ci. C'est ça ma limite, quoi. Voilà. T'as d'autres histoires? Ouais, c'était déjà très bonne. Ouais, j'en ai une dernière. Allez, qui était... mais tu vois, 5 ans plus tard, bon, j'étais beaucoup plus jeune. Enfin, j'avais 20 ans il y a 5 ans. Et plein Covid. Donc, relation pareille, un petit peu compliquée avec, en Ile-de-France, la possibilité de circuler que sur un certain périmètre. Et donc, ça pouvait rendre assez compliqué le côté gestion locative sur des petits travaux, de l'entretien, etc. Et un jour, on m'appelle, et là, c'était le combo absolu, en plein Covid. On m'appelle, j'ai un locataire, ouais, salut Redouane, il pleut dans l'immeuble. J'ai dit, comment ça, il pleut dans l'immeuble? Tout de suite, je pense à la toiture, mais je me dis, je comprends pas, la toiture est nickel. Il me dit, non, il pleut dans l'immeuble, il m'envoie une vidéo, et là, je me dis, merde, je vois de l'eau tomber dans les parties communes un peu partout. Et je me déplace, même si c'est à plus de 10 km, je me déplace. Et je me rends compte que ça vient de l'appartement qui est tout en haut de l'immeuble. Donc c'est un immeuble sur 3 niveaux, tout en haut.
Donc ça déborde partout dans l'appartement, ça dégouline dans les escaliers. J'appelle le locataire et je lui dis t'es où et tout, où est-ce que t'es et tout. Et il me dit je suis sorti, je suis au travail, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis il y a plein d'eau dans ton appartement. Et là il me dit oh mince. Je lui dis mais qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit il y avait des odeurs sur mes canalisations et donc j'ai nettoyé un peu la canalisation de la machine à laver, mais j'ai pas remis le tuyau de vidange et du coup j'ai lancé une machine à laver avant de partir au travail. Et donc en fait t'avais alors je sais pas combien de litres ça représente une machine à laver d'ailleurs, faudrait que je regarde, mais en fait toute l'eau de la machine à laver se déversait dans l'appartement et du coup par conséquent ça repassait sous la porte et du coup ça se déversait dans toutes les parties communes. Oh, l'enfer. En plein Covid. Donc j'ai eu de la chance, il était pas trop loin. Donc on a pu rattraper quelques dommages, mais j'ai eu des gros sujets de réfection de peinture, etc. dans les parties communes. Et en même temps, le lendemain, autre fuite chez une locataire au niveau de son bac de douche, mais qui, elle, ne voulait pas que je fasse intervenir un plombier chez elle, parce qu'elle était un peu parano avec les sujets Covid, masque, protection. Ouais. Elle nettoyait tous ces ingrédients. Moi, j'ai eu beaucoup de potes qui me racontaient que leurs parents nettoyaient les courses après être allés chez Auchan ou Carrefour. Elle nettoyait tout dans la douche, elle en foutait partout autour. Et en fait, il y avait une fuite et c'était catastrophique parce que ça avait un impact sur l'appartement du dessous, les parties communes. Et elle voulait pas qu'on intervienne chez elle pour faire une recherche de fuite et résoudre le sujet. Pour autant, elle continuait de laver ses courses. Donc ça s'arrêtait pas. Et c'était pas une époque très drôle parce que c'est un moment où tu te dis putain, j'investis dans l'immobilier, il y a du risque, mais il y a des fois ça t'empêche de dormir, tu vois. Et quand ça t'empêche de dormir, tu te poses des questions en te disant mais pourquoi je fais ça? Et ça, c'est le 5% de beaucoup moins cool. Et sur le 95% du cool, t'as envie d'en refaire et t'arrêtes pas. Les projets et l'IMO, c'est génial. Mais heureusement, par un petit jeu de négociation avec un protocole sanitaire que j'ai dû apporter auprès de la locataire, j'ai pu entrer dans les lieux avec le plombier. Et finalement, c'était un raccord qui avait sauté. On a pu résoudre le sujet assez facilement. Ok, merci pour toutes ces anecdotes. Si on doit un peu trouver des solutions à ces choses-là, finalement, on se rend compte que la plupart de ces... il y a des choses qui sont relativement inévitables avec des situations de les locataires qui changent en cours de... Surtout sur 7 ans, il peut se passer plein de choses dans la vie d'un locataire. Mais avant tout, la sélection de base, elle est hyper importante. Il faut donc déjà très bien choisir. Je pense qu'il ne faut pas faire l'autruche avec ses locataires. De temps en temps, tu as un peu tendance à se dire vas-y, ça se passe bien, ça tourne, je prends pas de nouvelles, je machin et tout. En fait, ce petit truc annuel, par exemple, où tu vas passer, tu passes leur offrir une boîte de chocolat, tu vois. Alors déjà, ils vont être un peu redevables et ils vont faire prendre soin de ton lieu. Toi, ça te permet de jeter un œil peut-être. Moi, dans mes colocs, je mets une femme de ménage qui passe faire le ménage. Donc, comme ça, il n'y a pas de sujet de dispute et tout. Et les gens restent plus longtemps. C'était ça l'idée de base. Mais ça permet aussi de s'assurer qu'en fait, l'appart est en bon état. Donc, voilà, il y a une forme de contrôle et de bonne relation à garder avec le locataire qui est hyper importante. Et voilà, je sais pas s'il y a d'autres trucs que toi, tu as en tête. C'est vachement bien. Et ce que tu es en train de dire, parce que c'est un point que j'applique et j'ai une petite astuce à partager peut-être aux auditeurs. Moi, la dernière semaine de décembre, je me débrouille pour passer dans tous les apparts avec une bonne excuse. C'est en fait réaliser mon relevé de compteur d'eau individuel pour réguler leur consommation. Ça me permet de prendre des nouvelles du locataire sur sa situation, ses évolutions, prendre des nouvelles un peu de l'appartement, de son état, de son évolution et faire des petites remarques pour corriger s'il y a des vrais sujets. Et je suis assez d'accord avec toi sur le côté fidélisation. Parce que bon, moi, c'est la dernière semaine entre le Noël et le Nouvel An. Donc j'arrive, en général, je passe à Auchan acheter X boîtes de chocolat que je vais offrir aux locataires. Du coup, il y a une vraie relation qui s'instaure, qui se crée. Et du coup, le locataire est assez content. Il ne se rend pas forcément compte qu'il y a un petit audit qui se fait en parallèle. Mais on rentre dans une bonne relation assez saine avec un côté check et qui ressort un peu du côté faire l'autruche, je déconseille aussi. Et souvent, c'est pas de la mauvaise foi en plus. Et tu vois, récemment, j'ai eu le cas où j'arrive et je me rends compte que l'appart, il est vraiment mal entretenu. Genre, c'est sale par terre et tout. Et c'est une coloc. Donc, je leur dis, mais c'est dommage de vivre quand même dans cette crasse, quoi. Ils me disent, ouais, mais l'aspirateur est en panne depuis 3 mois. Ah, dis-le nous.